Alors l'unité Sphère est née en 2008 de Novo et a été labellisée en 2008 en tant qu'équipe d'accueil, donc dépendant du seul ministère de la Recherche. C'était une équipe qui était d'ores et déjà en fait pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec plusieurs disciplines différentes qui s'intéressaient à des mêmes sujets, comme la discipline de la biostatistique, des disciplines cliniques également, en pharmacodépendance, et également dans le domaine des sciences humaines et sociales, appliquées à la santé, en psychologie et économie de la santé. Et elle s'est développée progressivement au cours du temps, elle a été renouvelée en 2012, et puis récemment, en 2017, l'équipe est devenue bicite entre les universités de Nantes, l'université de Tours, et a pu obtenir le label INSERM, donc depuis le 1er janvier 2017. Alors en fait, on cherche à mesurer un certain nombre de concepts qu'on peut qualifier de concepts subjectifs, tels que la notion de qualité de vie, qui est en effet très subjective. Si on la définissait entre nous trois, je pense qu'on aurait des définitions qui différeraient. De même, on peut songer à la fatigue ressentie ou au bien-être. Donc on s'intéresse à ces concepts un petit peu particuliers et de façon générale, on va s'intéresser également aux patients, mais pas seulement le patient tout seul, c'est-à-dire en fait le patient généralement n'est pas seul, il est entouré par sa famille, il est entouré par ses amis, il est entouré par des équipes soignantes et tout ce qui concerne également l'environnement du patient et l'impact que cet environnement peut avoir sur son devenir est quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup dans plein de domaines pathologiques différents. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cantonner à un seul domaine pathologique, mais c'est extrêmement transversal au niveau des différentes pathologies qui peuvent être traitées en fait à travers des réflexions méthodologiques. Alors un essai randomisé, c'est une étude expérimentale dans laquelle on va comparer généralement deux groupes de patients et les patients sont alloués à un groupe ou à un autre de façon aléatoire, par tirage au sort donc, et on va ainsi comparer deux traitements ou deux interventions. C'est le schéma classique pour évaluer les nouveaux traitements. Généralement, on randomise, donc on tire au sort des patients, et puis parfois ce sont des groupes de patients qu'on randomise, on appelle ça des essais randomisés en cluster. Le cluster, c'est le groupe de patients. Donc par exemple, on va randomiser les médecins, et tous les patients qui sont pris en charge par ce médecin seront traités de la même façon. Récemment, on a conduit dans l'unité ce qu'on appelle une étude méta-épidémiologique, c'est-à-dire qu'on a voulu comparer ces deux schémas d'études, parce que parfois, pour répondre à une même question, on fait des essais où on a randomisé des patients, et parfois on fait des essais où on a randomisé des clusters, donc des médecins, ça peut être aussi des hôpitaux, des services, des écoles, etc. Et donc on a voulu comparer ces deux types d'études, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'une étude qu'on appelle une étude méta-épidémiologique, c'est-à-dire qu'on a cherché à voir si les effets interventions sont les mêmes, qu'on utilise un schéma d'étude ou un autre schéma. L'idée est de voir lequel des deux schémas est le plus adapté et si on peut agréger les résultats de ces deux types d'études, parce que les essais randomisés en cluster sont des essais dont on dit qu'ils sont plus pragmatiques, plus proches de la vraie vie, alors que l'essai randomisé standard est un peu strict, on a des règles bien strictes. Et les premières conclusions qu'on a pu observer dans notre étude, c'est que finalement, que l'on randomise des patients ou que l'on randomise des clusters, ça ne change pas fondamentalement les estimations des effets intervention. Ce qui signifie qu'on peut agréger ces deux types d'études quand on veut faire la synthèse des résultats disponibles dans la littérature. Alors, pour mesurer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, c'est bien sûr une activité qui est spécifique à chaque discipline, mais globalement, actuellement, on la mesure principalement en interrogeant les personnes elles-mêmes. Mais dans cette façon de faire, il y a différentes catégories et en particulier, moi je m'intéresse aux différences qu'on peut avoir en interrogeant les personnes sur leur ressenti ou en les interrogeant sur ce qu'elles sont capables d'être ou de faire. Par exemple, imaginez une personne qui est sportive, est-ce que suite à la maladie et au traitement, elle est capable de poursuivre son activité sportive ou non? Ça, c'est la partie un peu, on va dire, objective, même si c'est déclaré par la personne. Et puis la partie plus subjective, c'est, on pourrait dire tout simplement, est-ce qu'elle est satisfaite de son état de santé ou non? Alors les types de malades, ça dépend, ça peut être durant la période aiguë des traitements,
ou bien même, alors le terme est parfois un peu mal reçu, mais on parle des survivants à long terme du cancer, donc au-delà de 2 ans, au-delà de 5 ans, savoir quelles sont les conséquences à long terme de la maladie, donc sur effectivement le ressenti subjectif ou sur l'expérience un peu plus objective, les activités que peuvent mener les personnes. Alors on ne constate pas forcément d'écart entre les mesures subjectives et objectives, mais personnellement c'est un des aspects qui m'intéresse, et on appelle ça en fait le phénomène d'adaptation. C'est le fait que des personnes qui par exemple peuvent être empêchées de mener certaines activités, donc ça va être, on va dire qu'il y a une dégradation objective de leur qualité de vie. En parallèle, au fil du temps, il peut y avoir une appréciation subjective. Donc cette déconnexion, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quel cas est-ce qu'elle se produit, pourquoi est-ce qu'elle se produit, et puis surtout de participer à un débat qui est, à l'issue, si on observe ce type de déconnexion, quelle est la mesure de qualité de vie qu'on va sélectionner pour déterminer la situation des personnes. L'addiction au jeu d'argent, elle se manifeste principalement par une perte de contrôle de la pratique de jeu, et les conséquences peuvent être diverses. Elles vont être surtout financières, puisque le joueur va perdre de l'argent. Elles peuvent être aussi sociales, puisque le jeu va devenir la préoccupation numéro 1 du joueur. Du coup, il va délaisser sa famille, ses amis, son travail. Il peut aussi avoir des conséquences d'ordre psychologique, par exemple, ou plus généralement au niveau de la santé. Ça peut entraîner un manque de sommeil, voire une dépression dans les cas les plus graves. Et actuellement, on estime que la prévalence du jeu pathologique en France, elle est entre 1 et 2% globalement. Et si on prend uniquement les jeux en ligne, elle serait plutôt aux alentours des 5 ou 6%. Le jeu en ligne a un caractère plus addictogène, les joueurs ont en fait un accès plus facile au jeu, puisqu'ils peuvent jouer tous les jours et toute la journée. Il y a aussi la notion d'argent virtuel. Le joueur du coup a moins l'impression de perdre de l'argent, puisqu'il va pas réellement sortir des pièces ou des billets. Et il y a aussi le fait d'être anonyme et de pouvoir en fin de compte un peu se cacher, d'avoir un peu moins ce sentiment de honte, notamment pour les joueurs les plus problématiques. Alors nous, pour essayer de repérer les joueurs qui seraient les plus problématiques, dans le projet, on va utiliser les données de jeux réels des opérateurs. Donc ça va être par exemple l'argent qui a été dépensé, l'argent qui a été versé sur le compte, le temps passé à jouer, les bonus utilisés, toutes ces variables. Et en fonction de ça, on va essayer de trouver des groupes de joueurs, des profils qui vont être distincts, et on va essayer de trouver des profils de joueurs qui seraient les plus problématiques. On n'est pas directement en lien avec les opérateurs, on est plus en relation avec l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui elle du coup récolte et travaille plus avec les opérateurs de jeux, et les mesures de prévention auxquelles on voudrait participer, ça serait par exemple de l'information pour les joueurs, ou leur proposer de limiter leur activité de jeu, soit au niveau du temps passé à jouer, soit au niveau de l'argent dépensé par exemple. Le but, ça serait que les opérateurs puissent après proposer, suivant les profils de joueurs identifiés, les mesures de prévention et les modérateurs de jeu qui seraient le plus adaptés aux joueurs. L'étude Préved, c'est une étude qui est initiée par le CHU de Poitiers, qui vise à mesurer les effets d'un programme d'éducation à la santé environnementale pour des femmes enceintes, pour les sensibiliser au risque des perturbateurs endocriniens pendant leur grossesse. Et donc c'est une étude où un certain nombre de femmes enceintes vont être mises dans différentes situations pour voir les situations pour lesquelles elles vont le mieux percevoir les risques. Les femmes enceintes, mais pas seulement, la population générale est assez peu sensibilisée au fait que les perturbateurs endocriniens sont présents dans beaucoup de choses, que ce soit dans les meubles, dans l'alimentation, dans les contenants de l'alimentation, dans les produits de décoration. Et l'idée, c'est de trouver un moyen de sensibiliser mieux les femmes enceintes pour qu'elles prennent le moins de risques possible pour leur bébé. Alors, notre participation à l'étude Préved, ça consiste à créer le questionnaire qui va permettre de mesurer les effets
des différentes interventions que l'on va pouvoir faire auprès des femmes enceintes. Donc nous, notre travail, il consiste à construire avec les investigateurs de cette étude le questionnaire pour arriver à bien cibler les différentes composantes qui nous intéressent, comment on va mesurer les connaissances des femmes sur les perturbateurs endocriniens, comment on va mesurer leur façon de percevoir les risques, comment on va mesurer aussi d'autres caractéristiques qui sont importantes comme leur manière d'appréhender le risque de manière générale ou leur anxiété naturelle. On se dit que des femmes qui sont plus anxieuses naturellement vont peut-être être plus sensibles à appréhender les risques des perturbateurs endocriniens que des femmes moins anxieuses. Donc, on essaye d'arriver à mesurer ces différentes composantes et de voir comment on peut relier ces différents concepts entre eux. Le projet en fait RISCA s'est créé de par une collaboration déjà existante depuis assez longtemps avec les personnes de l'université de Nantes, et notamment beaucoup de personnel de recherche en fait avec lesquels on travaille déjà depuis assez longtemps, nous au niveau de la société IDBC. Et donc on avait pour objectif de construire un projet, on va dire à plus long terme en fait avec les membres de l'université. Et on a trouvé une opportunité de projet qui était un laboratoire commun. Donc c'est un process qui est initié par l'ANR depuis maintenant quelques années et qui a pour objectif en fait de construire un projet qui fait collaborer à la fois une entité universitaire et aussi une entité industrielle. Et donc on a trouvé ce projet assez intéressant. Et nous, ça allait aussi vraiment dans la direction stratégique qu'on souhaite prendre aussi pour l'entreprise. Donc c'est de là qu'est né en fait ce projet de collaboration qu'on a donc obtenu en mai l'année dernière. Voilà. Le logiciel Plotstat est né de cette collaboration, oui, et il y a destination d'utilisateurs, de médecins spécialisés en biostatistique, par exemple. Et c'est un logiciel qui va permettre de réaliser des modèles statistiques avancés de manière ergonomique et simplifiée en fait au niveau de l'utilisation. L'enjeu de Plotstat, c'est donc de pouvoir analyser les données de manière adéquate, c'est-à-dire avec des modèles statistiques qui sont vraiment adaptés aux bases de données, à la pathologie, qui peuvent être des modèles avancés. Mais l'avantage de Plotstat, c'est que ce sera facile à utiliser et c'est un gain de temps aussi pour l'utilisateur. Et donc, ça permet d'avoir une belle complémentarité entre notre équipe de recherche qui va pouvoir mettre en pratique, donner l'accès à des modèles avancés pour des utilisateurs spécialisés en biostatistique et aussi pour la société IDBC, eh bien, ça lui apporte en fait un volet biostatistique pour ses clients qui est un avantage puisqu'il permet d'offrir en fait une analyse des données plus facile pour leurs clients. L'utilisateur final visé, c'est un médecin qui est quand même un petit peu spécialisé en biostatistique, qui aura quelques notions. On va lui simplifier l'utilisation et lui faire gagner du temps au maximum. Mais l'enjeu, oui, c'est que ce soit utilisable par quelqu'un qui a de bonnes connaissances en biostatistique. Actuellement, l'outil Plotstat est développé pour la cohorte DIVAT, qui est une cohorte de patients transplantés rénaux, multicentrique et coordonnée par le CHU de Nantes, avec Magali Giral en particulier. Et d'autres cohortes sont déjà partants pour l'aventure, en particulier une cohorte de réanimation, Atlan-Réa, une cohorte sur les jeux addictifs, sur les comportements addictifs, et en chirurgie cardiaque aussi.